Salut à toi derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 18e épisode du 7e Argument. Ça faisait 2 mois qu'on ne vous avait pas vu, ou en tout cas vous n'aviez pas entendu de nos retours sur le cinéma, mais comme l'année dernière on a laissé l'été se passer, l'été s'écouler, surtout l'été cinéma, et je suis très très content de vous retrouver sur ce canapé toujours. Bah de même. Il y a Gab, il y a Cora, il y a Matt et il y a Fabien. Tout le monde est là. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Bon, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un plutôt bel été. Et surtout, j'espère que vous avez été au cinéma comme nos chers spectateurs, j'espère. On a essayé, vous avez essayé. Le gouvernement essaie de nous en empêcher. J'avoue. On s'est pris quelques tiges dans le nez, mais voilà. Un plaisir. C'est un peu ça. Mais on a tous nos passes. L'été cinéma, si je devais moi personnellement le résumer, il était forcément mitigé, comme Mathieu l'a dit, forcément c'était plus compliqué avec ce pass sanitaire qui s'est mis en route, alors que le cinéma s'était plutôt bien lancé mi-mai, jusqu'à mi-juillet, et à partir de mi-juillet ça s'est un petit peu dégradé, mais il y avait quand même des grosses sorties attendues, parce que pour un été, par rapport à l'été dernier par exemple, il y avait quand même plus de grosses sorties, mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a eu que des grosses sorties et pas vraiment de petits films, en tout cas assez intéressants pour nous attirer dans les salles. En tout cas, n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, je refais la petite promo, le Instagram, le Facebook et le... Twitter. Non, toujours pas. Je sais encore avoir. Le Snap. Attends, non, sur YouTube. Bon, très bien, on va commencer avec le premier film et allez, je me permets de lancer la bande-annonce pour une fois en premier. Vas-y. Je ne le pas tous les jours. À toi l'honneur. C'est vrai? Vas-y, à toi. Fabien, lance ta bande-annonce. C'est parti. Bande-annonce. Du coup, la bande-annonce du premier film qu'on va vous présenter. Ça a été la grosse surprise au Festival de Cannes qui s'est déroulé cette année début juillet, puisque c'est le film qui a remporté la Palme d'Or, et pour un film de genre, j'ai envie de dire, c'était inattendu. Et c'est la deuxième femme qui remporte du coup la fameuse palme. Après Jane Campion, pour la leçon de piano. Pour la leçon de piano, effectivement. Deux films très différents. C'était en quelle année d'ailleurs, la leçon de piano, ça remonte, 97 si je me souviens. Je sais pas. Donc depuis 97, il n'y a aucune femme qui avait... gagné la Palme d'Or, Donc du coup là, bravo déjà à Julia Ducournau, la réalisatrice de Titane, le film du coup qui est sorti, son deuxième film du coup qui est sorti en salle, puisque vous la connaissez pour Grave notamment, qui avait été quand même sacré claque, en tout cas un projet très très intéressant. Ce qui veut dire que Julia Ducournau est la nouvelle Tarantino. On pourrait dire ça, une Tarantino. Lui aussi, c'était le deuxième film. C'est vrai. Où il a eu sa palme. Donc, Titane, de quoi ça cause, de quoi ça parle, cette palme d'or de cette année. On va suivre du coup Alexia, une jeune fille que je qualifierais de assez androgyne dans sa façon d'être, dans sa façon de réagir, qui est une sorte de stripteaseuse pour des événements divers et variés. Gogo danseuse. Oui, Gogo danseuse sur des véhicules, sur des voitures, pour des salons automobiles, on va dire. Parce qu'elle aime les voitures. Parce qu'elle aime les voitures, peut-être un petit peu trop. On apprend qu'elle a été victime d'un accident étant jeune. On lui a placé une plaque de titane au niveau de sa tête. Bref, et un soir, un mec un peu trop fan de son travail va un petit peu dépasser les limites et elle va le tuer. Et elle va être dans un esprit de vengeance où elle va sentir un plaisir de commettre des meurtres, elle va être recherchée et elle va tomber dans une caserne de pompiers où un monsieur va le recueillir pensant que c'était son fils disparu d'il y a 10 ans. Je vais pas en dire plus. Non, ça se peut pas. Mais était son premier meurtre. Était son premier meurtre, bonne question. Bref, on va pas trop en dire, mais le scénario était assez complexe à réduire, mais je pense qu'il faut au moins mettre ses bases, parce que les personnages principaux arrivent, certains aussi, dans la deuxième partie de film. Donc voilà pour Titane. C'est un Pyramid Head avec des belles fesses. Pour ceux qui moi c'est une scène du film. Ouais, Mathieu, je trouve que rien que pour ça, j'aurais augmenté ma note déjà du film avec ton dessin. On va tourner ça. Je vais l'améliorer de 1 point. De 0,1 point. 3, 2, 1. Voilà. Hop, on a du coup un 1,1 pour Gab exceptionnellement. On a un 3 pour Cora, un 3,5 pour moi et un 4 pour Mathieu. Bah écoutez, c'est crescendo. C'est une purge. Je sais pas, il y a pas... Ah oui, non, mais là, directement. La violence.
Moi j'ai mis 1 point, c'est pour le Transformers à la fin. Hein. Sinon, et je crois que c'est une suite, je sais pas, une pas suite Optimus, de quoi. scènes stupides. Et tu sens qu'elle a pas de talent, il y a pas de, il y a rien, il y a pas d'âme. Mais pourquoi pas un C'est des- 0,5 alors? Parce que il y a un Transformers à la fin et j'aime bien Transformers. Donc, D'accord. les vieux, pas les nouveaux avec Michael Bay. Ça ils sont pas. Mais les vieux Transformers, j'aime bien. Celui avec Donc, Orson Welles. j'ai vu un Transformers, je me suis dit bon allez, je mettrai 1 point. Vous savez quel film il a été voir, Gab? Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois que toi Pourquoi aussi, t'es t'as traumatisé. pourquoi t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans C'est le une dans le suite film? de scènes, c'est vraiment une suite de séquences un peu théâtrales où t'as pas de lien entre elles. Et, juste c'est du trash pour faire du trash. Tu vois, genre il y a pas de raison particulière, ça s'avorte et ça s'avorte avec des épingles, ça. Après c'est tu vois, genre elle subit une mutation, tu vois, de petit à petit. Ouais. Je sais pas, elle devient un truc comme tu disais un peu androgyne, mais j'ai pas Un du truc. Ouais, c'est un truc. C'est un truc. C'est mi-femme, mi-homme, mi-transformer. C'est Une personne. C'est mi tout ce que tu veux. Me too, façon, me too. mi- Me too. Il y a de ça aussi dedans, J'allais la un peu. faire. Mais ouais, c'est vraiment tous les mecs sont des idiots, toutes les nanas sont des non. pauvres victimes. Bah non. Ah, Là, je suis Non, pas d'accord. on n'est pas d'accord. Ah, non, mais On j'ai est- pas- On n'est pas d'accord. Mais La scène du bus, dans le bus. Ah, s'il te plaît, putain. Oh. moi, je la trouve réaliste. Moi. Bah, dans le contexte Ouais, d'aujourd'hui, dans elle le est plutôt contexte, réaliste. Il y a 15 ans, on aurait rigolé, on aurait dit que c'est du stéréotype, mais aujourd'hui, pas spécialement. Ouais, Je sais Donc, pas. En fait, tu sens qu'il y a de la dénonciation, mais tellement maladroite. Par contre, j'aime bien Vincent Lindon, il tient le film, lui, qui s'est mis Golgoth, par contre. Ouais. Putain, il a... Étonnant de l'avoir vu dans ce impressionné. genre de projet Ah, d'ailleurs. fou. Mm. Mais non, franchement, j'ai pas aimé. Après, peut-être que le film s'adressait pas... C'était peut-être pas pour moi, mais en fait, genre... J'en avais entendu parler comme quoi il y en a qu'il était tellement trash que Alors, les ça, gens sont sortis c'est de la la salle. croisette de Cannes qui en fout toujours un Oui. peu des C'est ce que caisses. j'allais dire. Donc en fait, ça tombe, il y en avait une qui avait pas pris son pain au chocolat, qui avait un peu mal au bide, elle a vu Ouais, voilà. Elle a vu un coup de couteau mal placé, donc du coup, je me sens pas bien. Puis là, tout de suite, J'ai bien aimé, j'ai vu Grave et j'avais adoré Grave, vraiment, je trouvais que c'était un univers à part et ça fait plaisir de voir des films comme ça parce que mais là je trouvais vraiment que ça sortait vraiment, que c'était un film complètement à part qui faisait plaisir à voir parce que l'histoire je la trouvais vraiment bien et ça m'avait tout de suite attirée, donc du coup j'avais vraiment hâte d'aller voir Titan. Et Titan, ça a été donc une belle surprise aussi. Justement, je trouve que les deux personnages, donc du coup l'actrice qui s'appelle Adèle... Non, Agathe Roussel. Agathe Roussel, c'est pas ouais. Adèle, pardon. Donc Agathe Roussel et puis Vincent Lindon sont juste top dedans. Et ce qui est bien en fait, et ce qu'elle a voulu mettre en avant justement, Gab, je pense l'inverse de toi, c'est-à-dire que ce qu'elle veut mettre en avant, Julia, c'est que justement là il y a la femme forte, la femme indépendante et froide, en fait justement d'où le métal qu'elle a au niveau de la tête, elle représente la froideur, celle qui a un côté limite un peu inhumain finalement. Et à côté, tu as Vincent Lindon qui, lui, dans le film, est détruit et attristé par du coup la perte de son fils qu'il recherche depuis 10 ans. Ouais, c'est 10 ans. Je sais plus, plus de 10 ans. C'est 10 ans, un je peu crois. plus. 10 ans. Et donc, tu as le côté hypersensible de Vincent Lindon face à la froideur, justement, de Agathe, qui se retrouvent ensemble. Donc, en fait, tu as un petit peu le feu et la glace, le pompier, puis Agathe, qui, elle, a une froideur avec le côté aussi métal, et qui se réunissent ensemble. Et finalement, pour moi, ce sont deux personnes qui se retrouvent sur le même radeau et vont essayer de s'unifier. Et finalement, ils vont devenir dépendants l'un de l'autre. Que de métaphores. Comment ? Que de métaphores quand même. Oui, en fait, ce que je voyais, j'ai une représentation la dernière fois en me disant qu'en fait, parce que d'où le côté voiture, c'est que en fait, Vincent Lindon en fait est le chauffeur et Agathe dedans est la voiture qui part à la dérive. Pour moi, Agathe, c'est celle qui représente la voiture, le métal, etc., celle qui est complètement, mais qui a besoin d'un chauffeur pour la guider. Et Vincent Lindon représente le chauffeur complètement détruit qui a besoin de se remettre un petit peu en selle, et puis du coup, il tombe sur Agathe. Vincent Lindon, dedans, il s'en fiche de savoir si c'est ou non son fils. Ce qu'il veut, c'est juste retrouver, en fait, l'enfant qu'il a perdu. Donc, peu importe qui c'est, ça n'a pas d'importance, c'est juste... voilà, après, c'est vrai que le délire avec la voiture, etc., ça, au début, je comprenais pas trop, elle voulait nous emmener. Donc, du coup, heureusement qu'elle était là à la fin pour nous expliquer un petit peu plus, du coup, en détail, ce à quoi
quelles étaient ses idées. Bah tu vois, déjà, Mais, juste là, il y a un problème. Si tu as besoin de la réalisatrice pour qu'elle t'explique ce qu'elle a voulu Oui, bien montrer, sûr. C'est qu'il y a un truc qu'il y a qui un va pas. souci. Voilà, c'est ça, mais c'est juste que c'était le délire des voitures, etc. Je comprenais pas trop. Oui, Titan, moi aussi forcément j'attendais de voir le film, grave, je l'ai vu aussi, alors pas en compagnie de Julia Ducournau, mais c'était l'actrice Garance Marillier Oui. qui a un petit rôle d'ailleurs dans Elle était le là. deuxième aussi. Donc les deux films je les ai vus avec une présentation un peu différente, j'avais pas qu'un point de vue qui était le mien. Donc là avec du recul, parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'on l'a vu, le film est bien Le temps de mitigé, décanter. bien décanté. J'ai apprécié le film, j'ai apprécié l'expérience, parce que pour moi, Julia Ducournau, elle est vraiment pour l'instant une réalisatrice d'expérience. Il y a un côté, déjà le côté film de genre qui joue beaucoup, mais elle nous plonge dans un univers où elle te lâche pas de bout en bout. Et c'était pareil pour Grave, et je trouve que c'est pareil pour Titan. Peut-être une chose que tu aurais voulu dire et que Gab a lancé, parce qu'on a parlé souvent, c'est que le gore était peut-être un petit peu trop gratuit par moment. Ouais, c'est ça. Dans Titan, dans Grave, il était beaucoup plus justifié. Je trouve que dans Titan, il y a des moments de gore ou de violence qui sont un petit peu too much par moment, mais au-delà de ça, ça marche. Moi, j'aime bien l'histoire, même si effectivement, des fois, il y a des choses qui sont pas très claires, ça manque de cohérence ou ça manque un petit peu de clarté dans le propos. Et effectivement, comme Gab le dit, je suis d'accord, il y a certaines choses qu'on devrait comprendre sans avoir l'explication de la réal. Mais en soi, le projet reste quand même hyper fascinant, assez intéressant. La photographie est géniale. Je trouve que vraiment, le travail de lumière est bien. Je trouve pas que ce soit une mauvaise réalisatrice. Je trouve qu'elle se cherche encore un petit peu avec ces thématiques qui sont effectivement brutes de décoffrage, qu'elle arrive quand même à en tirer des choses assez intéressantes ou des directions qu'on n'a pas forcément vues, et notamment pas en France avec certains films de genre, parce que c'est vrai que depuis quelques années, le film de genre en France se redéveloppe, en tout cas il y a un dynamisme qui arrive, mais les premiers films de genre, ou ceux qu'on peut qualifier qui sont des années 90 ou 2000, avaient des propos assez différents. Là, il y a tout un contexte qui fait que des nouvelles thématiques peuvent être cernées, ou en tout cas expliquées d'une manière différente. Donc là, je trouve ça assez intéressant. Le casting marche très bien. Notamment Agathe Roussel, on l'a pas justifié, mais elle a été castée un peu. C'était pas une actrice à la base, elle a été surtout castée pour son côté androgyne, parce qu'elle cherchait effectivement pour personnage. Et ce côté androgyne va justifier très bien la recherche du fils du côté de Lindon, et en même temps la perte de repères et le fait de pas savoir vraiment qui elle est et comment elle va se construire. Et de casser ce fait de c'est genré, pas genré. Là dans le film, on veut carrément comprendre que son personnage, elle veut pas le genrer, elle veut pas le mettre dans une case. Et c'est un petit peu ce que explique en gros le film. Après, au-delà de ça, il y a du fantastique qui est assez particulier. La scène de Transformers, sans trop spoiler à la fin, et voilà, on la sentait venir, elle est arrivée. Mais c'est vrai qu'il y a des choses. Enfin, moi, la recherche du fils perdu, plus cette femme dans la violence qui va du coup enchaîner certains meurtres, m'aurait suffi. Je pense pas que aboutir jusqu'à ce côté fantastique apporte quelque chose de plus au film. On est plus peut-être là dans le tampon juste film de genre pour ça. Mais avoir Bumblebee à la fin. Mais au-delà de ça, voilà. Après, j'ai vu plus gore en termes d'avortement. Moi, je pensais notamment à Nymphomaniac. À l'intérieur. Non, Nymphomaniac. De Lars von Trier avec Charles Gainsbourg. Ah ouais, tu trouves que c'est plus gore? Bon bref, on a déjà vu, il y a des petites références, je pense, il y a des inspirations de ci et de là. Mais voilà, donc moi j'avais mis 3,5 si je ne me trompe pas, c'est ça? Parce que pour moi c'est le film le plus intéressant des 4 qu'on va aborder. En tout cas c'est celui qui m'a vraiment le plus plu parce que j'ai trouvé plus original que le reste. Après c'est le truc qui fait plus d'auteur, les 3 autres c'est plus des blockbusters donc là... Ouais, non, bien sûr, mais puis voilà, j'aurais aimé que ce soit un autre film qui m'éclate le plus, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Lindon dans ce projet ça marche très très bien, il y a une justesse du jeu, j'adore cet acteur donc je suis pas très objectif. Mais il se met toujours à fond dans ses rôles, c'est ouf. C'est un excellent acteur à ce niveau-là. Donc moins préféré que Grave comme Cora, j'ai quand même hâte de voir la suite s'il y a d'autres projets qui se mettent en valeur. Je suis très content qu'elle ait la Palme d'Or et j'espère que ça va l'aider pour la suite. Mais effectivement, c'est un coup de projecteur qui reste assez étrange en soi. Mais je suis content que ce soit ce type de projet qui soit plus mis en avant que d'autres films d'auteurs peut-être plus classiques ou en tout cas plus... Mais je pense qu'il faut le revoir aussi encore pour encore plus, parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on... Double lecture nécessaire. Et les tortures une seule fois. Mathieu, toi qui as du coup grave kiffé ce Titan, si je peux dire. Allez, ça mérite un sourire. Qu'as-tu pensé de plus ou de moins sur ce film? J'aime caresser mon minou artificiel. Moi aussi. C'est un petit peu de ça qu'il y a dans ce film. Alors, moi je vais essayer d'aller vite quand même parce qu'il faut passer au prochain film. Donc, moi, comme vous avez pu le voir, j'ai apprécié ce film. J'en ai parlé donc dans une vidéo avec Valentin Bréheret sur les chroniques du cinéphile, où là on a fait une demi-heure, donc on a pu explorer un peu plus ce qu'on avait ressenti là-dessus, sur ce film. Là je vais surtout rebondir sur un point qu'a donné Gab, et ensuite sur ce dont vous avez parlé à propos de Julia Ducournau
façon dont elle vous a parlé du Très film. rédaction, tu vois, c'est ce que je vais faire, les plus, les moins, conclusion. Exactement, je vais faire donc là à l'inverse du film, à savoir ce film-là, contrairement à Grave, qui est un film avec un personnage principal qui est limbiratique dans sa tête, mais qui a une voie droite à arpenter. Là au contraire, c'est un personnage principal qui a une voie droite dans sa tête, mais qui est dans un film labyrinthique. En cela, je rebondis sur ce qu'avait dit Gab en disant que c'était une mauvaise réalisatrice. Je pense au contraire que c'est une excellente réalisatrice. Par contre, je pense que c'est pas encore une bonne raconteuse d'histoire. Dans le sens où justement, pour moi, cette fracture qu'il y a entre la première partie du film, avec ce côté fantastique, c'est-à-dire une intrusion d'impossible dans le monde réel, qui est justement cet accouplement humain-voiture. C'est vrai qu'on l'a pas du tout énoncé en soi, mais oui, il y a un côté... Il y a ça, c'est ce que j'ai dessiné là-dessus. La mécanophilie, comme dirait Antoine Daniel. La mécanophilie. Et qui donne... qui produit sa graine, qui met le bouchon dans l'usine, en quelque sorte. Ce truc-là se trouve qui passe la seconde. un petit peu... Voilà, on peut dire ça aussi. Qui se trouve parasité par justement la partie avec Vincent Lindon. En fait, chacun de ces deux parties aurait pu faire un film à lui tout seul. Il y a 2 films en main, c'est vrai. Mais au début, quand j'ai commencé à voir le film, moi je me suis dit, ça va être Crash de Cronenberg, mais en bien fait. Donc j'étais impatient parce que j'étais très frustré de Crash de Cronenberg. Quand ça bifurque, là je me disais, dommage. Et là, je vais aller sur la signification des personnages. Je pense que Julia Ducournau s'est illusionnée sur ce qu'elle a voulu dire. Donc, elle voudrait mettre une fluidité de genre. Or, par exemple pour la scène avec les pompiers, à partir du moment où le personnage d'Alexia se met à danser, mais une danse féminine, tout le monde s'arrête. Parce qu'on n'a pas dit justement qu'effectivement elle se faisait passer par un garçon. Ça on l'a pas dit non plus. Et là justement, donc, elle se trahit en quelque sorte en faisant une danse féminine, c'est bien qu'elle attire le regard de tout le monde, mais le regard interloqué, pas le regard admiratif ou désirant des autres hommes. Un peu de dégoût aussi, hein. Il y en a qui sont pas à l'aise. Oui, c'est le fait d'être interloqué, c'est de ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Les femmes ne sont pas toutes montrées comme étant des victimes, puisque justement le personnage principal est une femme et qu'elle est franchement dangereuse. Elle n'est pas dangereuse parce que c'était une victime. Non. Elle est victime de quoi à la base? De son accident, mais dans du mec au début qui l'a. Mais c'est elle qui provoque l'accident en quelque sorte en emmerdant son père. Ensuite, même si elle est victime du mec, c'est pas un mec qui l'a agressé violemment. On le voit qui hésite comme ça. Et ça mérite pas un meurtre. Ça mérite pas un meurtre. Et simplement, elle aurait dit non, ou elle aurait fermé la porte, elle aurait dit désolé, tu me fais peur, un truc comme ça. Elle aurait pu arrêter à chaque moment, mais en fait, elle le laisse venir. C'est plutôt comme une araignée qui attend sa proie. Et on a une scène juste après qui... Une veuve noire. On peut dire ça comme ça. Et surtout, ensuite, on a une scène qui fait comprendre que c'est pas ses premiers meurtres. Donc là, elle n'est pas victime, elle est chercheuse de meurtres. Et ensuite, tu as des hommes, au contraire, qui, eux, par contre, sont montrés comme étant des gens bien. En particulier, donc, le lieutenant de Vincent Lindon, qui, franchement, est le personnage le plus positif, parce que c'est un gars qui est responsable, qui a des devoirs qu'il entend accomplir, etc. Quand j'ai vu que Julia Ducournau parlait de fluidité de genre, et qu'elle ne comprend pas, c'est que Alexia, quand elle se déguise pour se faire passer pour un garçon, c'est son plan, à aucun moment elle ne veut devenir un garçon. Elle fait semblant d'être un garçon. Or, les transgenres, quelle que soit la façon dont on pense cette question-là, sont sincères. Ils ne sont pas là pour se déguiser, ils sont là pour essayer d'exprimer ce qu'ils ressentent en eux-mêmes. Or là, justement, c'est le contraire avec ce personnage. C'est pour ça que je pense que, là pour l'instant, elle écrit elle-même ses scénarios, elle a besoin, que ce soit un scénariste ou une scénariste, je ne suis pas en train de dire elle a besoin d'un mec pour la coacher, non, au contraire, mais elle a besoin de quelqu'un pour lui faire un recul, pour lui faire un contre-champ, un miroir, afin de pouvoir mieux réfléchir. On va passer au deuxième film, et c'est Gab, je t'en prie, passe la vitesse. Là.
vous venez de voir du coup cette deuxième bande-annonce, un film qui était très attendu par les fans de la série Kaamelott, puisque c'est le film Kaamelott, le premier volet. Je peux faire le bruit? Vas-y. Pas mal du tout. On aurait Ça cru valait le coup de le Alexandre couper. Astier. Ça valait le coup de Pas le mal couper du en tout. pleine intro. Pas mal du tout. On est parti du coup sur une trilogie, je crois, de mémoire, Ouais, c'est ça. réalisée par du coup de main de maître Alexandre Astier, donc un homme passionné par ce qu'il Le fait. Seigneur Zeno français. Bon, j'aurais peut-être pas jusque là, mais en tout C'est cas. comme ça que c'était qualifié. Ah oui. Bon bref, en tout cas Alexandre Astier que vous connaissez très bien, qui joue du coup le roi Arthur dans toute la série, revient avec ce film en tant que réalisateur aussi. Qu'est-ce que je veux dire plus? Qu'il était très attendu, qu'il a mis un an à sortir à cause de la Du pandémie. Covid. Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Qu'il est sorti du coup mi-juillet, troisième semaine de juillet, bref. En tout cas, c'est Cora qui va nous pitcher le film avant qu'on en débatte et qu'on donne nos notes. Là, du coup, Lancelot est au pouvoir, donc c'est lui le king. Et on va suivre les aventures d'Arthur qui va essayer d'aller reconquérir son royaume. Voilà. Ok. Le film est-il Kong? Est-il Kong? Bah oui, Lancelot et le King. Ah, J'en étais sûre, j'étais Ça va être la question. Il l'a fait. ça va, Il l'a être, fait. ça va être la question puisqu'on va donner maintenant Cette nos blague. notes concernant du coup ce Cette premier blague. volet. 3, 2, 1. Hop là. Donc Gab a mis, je ne vois pas, excuse-moi. 3. 2,5 pour Cora, si j'ai bien vu. 2 et 2 pour Mathieu. Ça fait 4-4. Ouais. Ça fait une belle voiture. Bon, du coup, Mathieu, je t'en prie, je te laisse commencer, même si on a mis la même note. Après, ça avait parlé de ce film comme étant le début du Seigneur Zeno version française. Si vous avez connu Les Inconnus avec le Chevalier de Pardailhac, vous savez comment est-ce qu'on peut caricaturer les productions françaises. Malheureusement, ce film confirme un petit peu ce cliché que en France, quand on va faire un truc un peu épique, ça a un côté un peu France 3 région. Donc, le film a des qualités. C'est pour ça qu'il a un 2. Il aurait pu avoir un 2,5, il a eu un 2. Mais c'est pas un 1,5, ni un 1. Et Merci Mathieu, encore moins un on 0. te suit. Mais c'est pas un 4, mais c'est pas un Voilà. 5. Là, j'essaie c'est pas un d'expliquer à peu près, en faisant des références aussi à la série ou au film. En gros, le film est bien lent, bien long, et filmé d'une manière assez téléfilmique 90% du temps. Ce qui fait que quand on attend un film épique, on est un peu déçu. Quand on attend un film Kaamelott, alors sachant au départ c'est une pastille de 5 minutes pour faire un épisode de Kaamelott dans les premières saisons, puis ça s'allonge un petit peu parce que ça prend de l'ampleur, et la dernière saison, la saison 6 justement, sont des petits téléfilms qui sont utilisés à chaque fois. On sent qu'en fait, Alexandre Astier, qui, s'il est extrêmement drôle, extrêmement bon auteur, en particulier de dialogue, pour les rendre vivants, malheureusement, a un problème pour ce qui est de son caractère. Je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui est, à l'image d'Arthur, très déprimé, très facilement déprimé, et ce déprime se ressent un petit peu trop dans le film. Mais c'est à l'image, disons, du duel de fin, où il n'y a quasiment aucun plan qui dépasse le plan taille. Donc on ne voit pas d'ampleur. C'est ça le problème. Et pour un budget pareil, pour une attente pareille, je crois que c'est symptomatique de problème de ce film, qui est justement, c'est une pastille de M6 étirée sur plusieurs scènes. Et c'est un peu dommage. Si vous n'êtes pas fan de Kaamelott à la base, au moins vous pouvez entrer dedans sans forcément avoir besoin de la série. Ça se comprend assez vite. La plupart des personnages sont vite campés, on comprend leur relation assez simplement. Ensuite, il y a quelques subtilités, puisqu'il y a effectivement une continuité scénaristique. Mais bon, et ça aurait pu être mieux. Et vraiment, c'est dommage. Moi j'aime beaucoup l'homme qui est Alexandre Astier. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très intéressant, j'ai vu ses conférences, en tout cas ses masterclass qui sont hyper intéressantes. Mais je n'ai jamais vraiment été plongé dans l'univers Kaamelott parce que déjà d'une, c'est pas un univers qui à la base m'attire. Donc j'ai vu des épisodes par-ci par-là. Je comprends l'humour, je comprends un petit peu effectivement le côté plastique que tu as pu développer juste avant. Donc je n'étais pas forcément le public cible pour le voir au cinéma, mais en tout cas j'étais quand même intrigué
de voir ce projet, puisqu'effectivement, un projet qui est sur de longue haleine, qui a été mis en place pendant presque 10 ans, avant que ça se fasse, même s'il a fait d'autres choses entre-temps. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, ces adaptations d'Astérix, qu'il a notamment aussi écrit en partie. Mais là, du coup, je me suis dit, bon, on va voir ce que vaut Kaamelott, même si effectivement, je connaissais que la moitié de la série, entre guillemets, et que je n'avais pas toutes les références. Avec Coralie, on a même regardé un petit résumé avant d'aller voir le film. Alors, je suis assez d'accord qu'on arrive quand même à plonger dedans, même si on ne connaît pas trop la série, même si quand même il y a pas mal de choses que je pense qui nous manquent en soi, de background pour comprendre peut-être toutes les démarches des personnages, mais on voit qui est qui à ce niveau-là. Effectivement, c'était le minimum syndical, on va dire. Effectivement, j'ai été déçu, j'ai mis 2. Pour moi, ça vaut pas vraiment la moyenne. Je trouve que la première partie du film est assez intéressante. Il y a une dynamique assez intéressante. Le personnage de Clovis Cornillac qui va essayer de retrouver du coup ce roi déchu caché quelque part, perdu. En tant qu'esclave. En tant qu'esclave. Et après, on part effectivement sur du France 3 Régions. On a un côté un petit peu téléfilmique. Alors, ce qui est frustrant, c'est de voir qu'effectivement, il y avait un énorme budget mis en place pour ce film. Alors, je ne l'ai plus en tête, je sais plus à quelle hauteur il est élevé. Mais en tout cas, voilà, le casting est assez aussi grand, donc ils reprennent la plupart des personnages de la série. Et effectivement, il y a une ambition dans le projet, puisque Alexandre Astier, au-delà de ça, est un peu ce style de réalisateur qui aime bien un petit peu tout contrôler. Pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens où il a fait toute la bande originale, qu'il a écrit la plupart du film, qu'il réalise, il a monté. Qu'il a monté, donc il a une mainmise sur le projet presque de A à X, on va dire. Mais du coup, l'ambition est là, mais dans le résultat et dans la mise en scène, effectivement, ça manque de souffle, ça manque d'épique. Il n'y a pas de combat épique, il n'y a pas de séquence époustouflante. Et le prologue est intéressant, mais alors après, ça tombe à plat. Je me suis presque fait chier par moment, j'ai envie de dire, et la fin, je la trouve assez décevante et assez... j'ai pas envie de voir la suite, ce qui est dommage. Donc du coup, j'en suis là. Que dire de plus? Je trouve qu'il y a certains personnages qui manquent clairement de traitement. Donc oui, on a un Kaamelott, un retour de roi Arthur qui est un personnage déprimant parce qu'il est un petit peu, il a pas envie en fait de retourner sur le trône, donc on le comprend tout le long du film, même si les autres personnages n'attendent que ça, parce que Lancelot du Lac, ce personnage qui est le bad guy du film, qui campe avec ses hommes de main entre guillemets, tout le reste de la petite troupe. N'a pas d'objectif. Il est méchant, il est là, il a pris le contrôle, mais lui en tant que tel, il n'a aucun objectif, il n'a pas d'enjeu. Et du coup, on a deux personnages qui doivent se rejoindre, mais qui n'ont pas envie de faire les choses. Et du coup, c'est dommage de voir un film de personnages qui n'ont pas envie de faire des choses ou qui n'ont pas envie d'aller plus loin que leur bout de leur nez, alors que derrière, on a une équipe technique qui veut leur rendre un truc assez grandiose. Et je pense qu'il est là le problème. C'est qu'on a un scénario qui n'est pas mauvais en soi, mais qui du coup ne s'adapte pas à ce côté épique de trilogie. Je me demande même ce qui va être traité dans la suite des films, parce que la scène de fin, assez ridicule soit-elle, effectivement, n'engage en rien ce qui va se passer. Et je trouve qu'il y a des scènes dans le film qui n'apportent vraiment rien. La séquence notamment, alors moi je l'appelle pas la séquence du beach volley dans Heureux, mais la séquence où il nous explique un jeu, donc je sais que c'est une référence à un personnage qui invente toujours des jeux. Perceval. Elle est pas drôle, elle dure trop longue et en plus elle n'apporte rien au film. Donc ça c'est un exemple, mais je trouve qu'il y a plein de petites séquences comme ça qui du coup ne font pas avancer le film et en plus on s'en fout. En fait, on s'en fout, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Je pense que c'est du fanservice. C'est même pas, c'est sûr. Ouais, mais... C'est parce que t'as un épisode dessus complet, mais en fait il en parle dans une taverne, on l'a jamais vu en vrai. Et là, du coup, donc j'étais pas la cible, je suis déçu, je m'attendais pas à être non plus rebondi ou en tout cas étonné de voir ce que j'allais voir à l'écran, mais je trouve que c'est pas très bon. J'ai mis 2,5 parce que par contre je me suis pas ennuyée devant le film, comme toi t'as pu ressentir des fois, mais je l'ai trouvé moyen. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 parce que pour moi il vaut pas plus pas moins. Je pense que quand on a vu la série, forcément, il y a une attache qui se fait tout au long avec les personnages et il y a des références qu'on n'a pas. Donc, nous, n'ayant pas vu la série, c'est vrai qu'on n'a pas déjà la même attache aux personnages. Du coup, on n'est pas la cible. Et en plus de ça, il y a certaines blagues ou certains trucs que je pense qu'on tilte pas parce que tout simplement, on n'a pas grandi avec la série. Je l'ai trouvé sympa, mais pour moi, c'était pas grandiose. Et comme ce que vous avez dit là-dessus, je vous rejoins. Je trouve qu'il n'y a pas de scène épique. C'est vrai que le film... tout le monde l'attend, enfin les fans en tout cas de Kaamelott l'attendaient vraiment le cinéma français l'attendait aussi. C'est ça, et je pense, je mettrai pas ma main coupée, mais je pense que Astier avait le budget, parce que je pense que Kaamelott, et c'est vrai que j'étais assez déçue, parce que c'est vrai que en termes de réalisation, pour moi, c'était pas mieux que la série, parce que la série, j'avais vu quand même
j'avais dû voir 2-3 épisodes, donc je voyais comment c'était. Gab, toi qui as mis du coup la meilleure note, qui a du coup je pense le plus apprécié le film, qu'est-ce que tu as à nous dire pour le défendre? On t'écoute. Déjà oui, c'est un film en fait si t'as pas vu les 6 saisons, parce qu'en fait techniquement c'est on va dire entre parenthèses la saison 7. C'est-à-dire que si t'as pas vu les 6 premières saisons, bah tu tombes à la saison 7 d'un truc, les personnages tu les connais pas, donc en fait tu vas plus voir ça comme un film. Je pense que c'est un film pour les fans. C'est pas un film où tu peux le voir si tu l'as pas vu, mais tu vas beaucoup moins l'apprécier. T'as plein de personnages où ça fait longtemps que t'as pas vu, et que tu demandes où ils sont, et là directement t'as une réponse. Et je trouve que les personnages du film ont aussi évolué avec les acteurs. Et ça je trouve ça intéressant. Ça je trouve ça vachement intéressant, vraiment par exemple de voir la dernière saison, puis le film juste après pour voir la différence des 10 ans. Et oui, mais de toute façon, t'as plein de petites blagues pour les fans, et t'as vraiment le plaisir de retrouver les anciens personnages. Après, moi, le plus gros défaut que je dirais, c'est qu'en fait, puisqu'il y a 6 saisons de personnages, il a essayé d'en condenser énormément dans un film, sauf que des fois, ils font juste un coucou. Par exemple, et la Dame du Lac, oui. Tu la retrouves comme par hasard sur leur route, là où ils devaient retirer l'épée. Bon là c'est vraiment dis donc, c'est vraiment de la chance qu'elle soit là. C'est un peu logique quand même que ça reste près d'Excalibur en fait. Ouais, mais sur le marché et tout, vraiment, je sais pas moi, tu vois, genre c'est vraiment dis donc Micheline, c'est bien que tu sois là. Et j'adore ça voix. Comme ça. Après, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est le vanish de Chabat. Chabat, il est là, il parle et tout. Moi j'adore Chabat, je suis un amoureux de Chabat. Et il est là, puis tout d'un coup il dort et puis il vanish. Parce qu'en fait il habite pas près de ce que va dérouler l'histoire, il est sur le chemin entre là. Ah oui, mais tu le fais pas partir comme ça, genre en plein milieu de la nuit, dire bon, dégage. Et puis il se lève et puis bim. Contrainte de planning de tournage. Ouais, voilà, toujours est-il que moi j'ai vraiment bien aimé. T'as aimé la mise en scène? Moi, ce qui me choque le plus, je pense que c'est un défaut qu'on a du mal, je pense que j'ai du mal à dire, c'est acceptable, c'est que je ne pas que ça avait un côté téléfilm, un côté genre, ça fait pas film de cinéma à la mise en scène. Ça me dérange pas. Ça te dérange vraiment, pas. En fait, ça. Parce que t'es calqué dans Kaamelott. Bah ouais, voilà, c'est pour ça que c'est en fait une fois que t'as vu. Voilà, c'est ça, une fois que t'as vu tous les Kaamelott. En plus, mon père, il est ultra fan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je remonte dans le Nord, il y a au moins une soirée où on se cale devant un Kaamelott. C'est vraiment familial, quoi. Mais je sais qu'il y a plein de défauts. Mais je suis fan de Kaamelott, je suis fan d'Astier. Bon, on te l'offrira pour ton anniversaire. Je les ai déjà. Non, mais le film. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a dit pour le film. Non, pour le film, j'allais dire, avant de. Ça serait plus intéressant de finir la trilogie. Tu vois, c'est un peu là le premier, donc on se dit ok, il y a quelques défauts. En espérant qu'il y ait une suite. Je pense qu'il va y avoir. Il faudra plus juger sur le deuxième. Tu vois, là, on va dire que le premier, c'est. Sur l'ensemble. Ouais, c'est ça. Le premier, là, il met la première pierre. Tu vois, et de là, on se dit ok, mais on verra à la fin. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un film qui va diviser effectivement le public, mais qui ne divisera peut-être pas trop les fans du film. Donc, on vous laissera y jeter un œil si vous êtes attiré par le projet. On verra si on va voir, en tout cas si moi je vais voir le deuxième au cinéma, je vais quand même voir la suite si ça sortira, mais c'est pas avec la même hype qu'aujourd'hui. Bon, en tout cas, on va passer du coup maintenant au troisième film, et c'est Coralie qui va nous lancer cette bande-annonce. De voir du coup la troisième bande-annonce du tant attendu aussi, j'ai envie de dire, de l'univers DC. Remake caché, suite cachée de Suicide Squad qui est sorti en 2016 si je ne me trompe pas. Exactement. Et là c'est The Suicide Squad réalisé par James Gunn, le réalisateur qui était chez Marvel, qui est venu chez DC, qui est reparti après chez Marvel. Bref, un réalisateur assez polémique en soi par rapport à ses propos, mais pas non talentueux en tout cas. Puisque c'est notamment celui qui a effectivement réalisé Les Gardiens de la Galaxie, mais pas que, surtout qu'il vient du film de genre et de la trauma à la base, pour ceux qui sont renseignés. Bon, c'est Gab qui va nous pitcher le film. J'ai pas trop de choses à dire sur le contexte du film, puisque effectivement c'est une suite
reboot un petit peu, on veut essayer d'effacer un peu ce qui a été fait avant en faisant mieux avec la plupart des personnages qui reviennent à l'écran. Que raconte du coup ce Suicide Squad version 2? Alors, c'est une autre aventure de Suicide Squad, on va dire. C'est la suite spirituelle. Et c'est juste en fait une nouvelle mission de la Suicide Squad. Et cette fois, en fait, il y a une île, je crois que c'est à peu près la... Encore de Maltese. Voilà, c'est ça. D'après Hugo Pratt. Et en gros, il y avait les dirigeants là-bas qui étaient, on va dire, contrôlés par les Américains. Et du coup, là, il y a une nouvelle famille qui a pris le pouvoir, mais les Américains ne les contrôlent plus. Du coup, ils envoient la Suicide Squad pour régler le problème. D'accord. Et c'est ça comme mon pitch. C'est ça, effectivement. C'est Corto Maltese, je viens de vérifier, c'est ça, c'est exactement ça. Corto Maltese comme le capitaine. Comme le personnage créé par Hugo Pratt, aucun lien fils unique. Effectivement, donc Gab, tu l'attendais énormément. Oui, mais comme tous les films d'ici. À chaque fois qu'il y a un film d'ici, je m'en fous. C'est de la merde, mais ça, c'est génial. C'est nul, je m'en fous. Oui, c'est super nul. Ouais, mais c'est d'ici, donc je m'en fous. C'est parti. Tu l'as mis l'envers, Ah ouais. Tu as fait comme James Gunn en fait, mesure magnifique. Il avait tellement hâte d'annoncer ça. Mathieu, tu nous as mis un 3,5. Moi j'ai mis un 2,5, Corentin un 2,5 et Gab un 4. C'est donc. The Suicide Squad, du coup, moi je l'attendais parce que c'est James Gunn. Parce que James Gunn, j'aime beaucoup ce réal, j'aime bien son côté décomplexé, son côté rendre des losers magnifiques. Dans un côté toujours assez soit stupide, soit gorifique, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'avais adoré sa première phase avec ses films de genre, notamment Horribilis, que j'adore, que je trouve plutôt cool, Super, qui est plutôt intéressant, où il traite des super-héros sans pouvoir. Bref, là d'où il vient et de là ce qu'il fait aujourd'hui, il a quand même un parcours assez intéressant, et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à très bien manier sa caméra, et notamment la mise en scène là de ce deuxième Suicide Squad, entre guillemets. Je dis deuxième pour comparer à l'autre à chaque fois, ne t'inquiète pas. Parce que c'est pas le deuxième. Non, c'est pas le deuxième, mais en fait on reprend certains personnages qu'on a déjà présentés et ils s'embêtent pas à représenter les personnages, et ça c'est bien. C'est Suicide Squad 2.0. 2.0, on va dire ça. C'est la mise à jour. Donc en tout cas la mise à jour est beaucoup plus jolie en termes de mise en scène que la première version, et ça fait du bien. Pourquoi? Puisque James Gunn, il sait raconter des choses en images, il sait introduire des personnages, même si là je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Il y a un petit peu trop de personnages, surtout qu'en plus au début on part sur deux équipes différentes. Une équipe qui, du coup, on va laisser de côté pour une certaine raison, sans trop spoiler. Et on retrouve du coup cette deuxième équipe, cette nouvelle version de la Suicide Squad, avec d'autres personnages qui font partie de la Suicide Squad. Tu m'arrêtes si je me trompe, Gab. Mais en haute tête, on a du coup Margot Robbie en Harley Quinn qui est de retour. On a du coup... qui c'est qui revient? Il y a Captain Boomerang qu'on revoit un petit peu, mais après on a des nouveaux personnages, de nouvelles galeries de personnages. Et Bloodsport aussi qui revient. Ouais, qui revient aussi. Sauf que c'est non, il revient pas là. On l'avait jamais vu avant. C'est pas... non, tu confonds avec Deadshot qui était par Will Smith. Mais qui a exactement le même personnage. Mais c'est le même. En fait, t'es dans l'univers de Batman, t'as Deadshot et un peu en dessous t'as Bloodsport. C'est celui qui joue Idris Elba, c'est ça, hein? C'est ça. Oui, ok, très bien. Voilà, donc en soi, mieux fait, plus intéressant à regarder, plus fun et décomplexé à regarder. Ça fait du bien de voir. Par la production. Ouais, ça fait du bien de voir un petit peu de gore. On voit qu'il y a effectivement plus de temps libre, de liberté. Pardon, merci Mathieu. Il pourrait évidemment y penser, c'est incroyable. Mais en tout cas, c'est un film que je trouve, au final, juste sympathique. Dans le soi où j'ai passé un moment sympa, j'ai kiffé plutôt le délire, mais je trouve que ça trouve pas ton originalité, où là j'aurais voulu voir plus d'originalité par rapport à ce qu'il a fait avant, puisque je trouve qu'il y a quand même une image fantôme par rapport à ce qui a été fait avec les Gardiens de la Galaxie, parce qu'il y a un univers décomplexé comme ça aussi, avec des personnages très bêta, là, comme la King Shark qui est dedans, qui est un requin un peu bêta, ou Weasel. Oui, c'est Groot, ils ont barré discrètement l'arbre, ils ont mis un requin. Et du coup c'est un peu dommage, puisqu'il y a une galerie de personnages assez délirant, mais le scénario va pas plus loin qu'un simple film, sans être méchant, Marvel, ou en tout cas DC, dans le sens où c'est un scénario qui a un début, un milieu, une fin, qu'on voit venir, qu'on voit arriver. On sait très bien qu'il y aura un boss à la fin, on sait très bien qui va mourir, quoique pas trop. Des fois on sait pas qui va mourir, mais ça c'est l'avantage. Mais en soi, le scénario est plutôt cousu de fil blanc, il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là. Même si je trouve que des scènes sont très très sympas, il y a celle qui m'a fait le plus rire, je crois, en soi, dans le film, sans trop spoiler, c'est un moment où ils se rendent du coup sur l'île. Ils doivent... Dans un camp.
dans un camp où il se passe des choses et finalement il y a une chute qui est très très drôle. Non, mais la chute est monstrueuse. Ça c'est très drôle, parce qu'en plus les scènes d'action sont très bien amenées, les kills sont vachement bien proposés. C'est un concours de gag entre les deux. Donc voilà, les dialogues sont plutôt sympathiques aussi. Mais en soi, voilà, j'ai passé un bon moment. Il est mieux que la première version, je suis entièrement d'accord. C'est pas du rabat. Mais c'est pas non plus la perle rare qu'on aurait voulu voir. Je pense que le fait qu'il y ait trop de personnages, le fait qu'on n'en ait peut-être pas assez développé sur certains, fait que du coup tu restes un petit peu sur ta faim. T'aurais voulu, par exemple, le mec avec les pastilles là, de toutes les couleurs. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus dans le délire encore. Même si effectivement le délire avec sa mère est assez drôle. Mais c'est drôle aussi. Mais voilà, big up pour le méchant, le big boss du film, qui est Starfish, c'est ça qu'on disait. Starro, le conquérant. C'est le projet Starfish et Starro. Mais j'allais dire Staros comme pour le Pokémon, donc c'est pour ça que j'avais pas dit le bêtise. C'est pas Staros le Pokémon? Si. Mais c'est quoi un Pokémon? Staros. C'est quoi un Pokémon? Ah, c'est quoi un Pokémon? Tu sais pas ce que c'est un Pokémon? Je sais pas s'il n'existe pas dans cet univers-là. Bon, ouais, donc une étoile de mer géante, du coup, qui va être le boss et qui va détruire et contrôler l'âme des gens, c'est assez sympa. Oui, mais c'est son vrai pouvoir. Oui, mais je sais, c'est son vrai pouvoir. Et il a déjà fait sur la Ligue. Son vrai pouvoir. Mais du coup, je trouve ce qui me dérange dans les films un petit peu comme ça, où on prend l'univers d'ici, c'est que pourquoi la Justice League n'est pas là pour gérer ce genre de problème, qui reste quand même un problème assez majeur, international. Et Gab a la réponse. Il y en a un, on a la réponse pourquoi? Parce que ça serait fini en 2 secondes, parce que même quand à la fin tu vois que ça se passe à la télé, donc tout le monde en parle, oui, voilà. La Justice League elle arrive, on y va et puis on démonte tout. Donc c'est du scénarium dans le... C'est du scénarium, en fait, et la caméra est faite en scénarium. C'est-à-dire qu'en fait ça ne reproduit les images que dans un périmètre de, je sais pas moi, peut-être 500 km, mais pas... peut-être ou tout simplement... Puisqu'ils sont dans l'espace, la Justice League, sur une navette que je sais plus comment ça s'appelle, ils ont pas la télé. C'est peut-être. Ils ont pas la TNT HD. Non. Ils ne captent pas. Non, du coup, ils ont pas la télé. Donc voilà, traitement des personnages plus intéressant, le délire, j'aime bien James Gunn, on retrouve ses gimmicks de réalisation et d'écriture. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je rebondirai peut-être sur certaines choses. Je trouve ça sympathique. Cora? Je pense pareil. Suivant. Allez. Franchement tout ce que tu as dit, c'est ce que je pense aussi. Après, je trouvais qu'on avait trop justement. En fait, je trouve qu'on a trop le côté Marvel en fait, parce que j'ai retrouvé complètement là. Pour moi, c'était un petit peu la. T'as juste trop Gardien de la Galaxie. Voilà. Qui est quand même un plan de plus chez Marvel. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on on retrouve vraiment le côté, le film des Gardiens de la Galaxie. Donc, oui, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu de surprise. Ça m'a pas transcendé. Après, par contre, c'est vrai que la réalisation est très bien faite. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Les plans sont super. Moi, tu regardes juste l'ouverture du film déjà. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est... des fois, pour moi, il y a un petit peu des touches d'humour pour faire de l'humour. Et des fois, ça, c'était un petit peu le côté qui me dérangeait un peu. Parce que je sentais du coup qu'il y avait des petits trucs un peu... Ouais, mais c'est pas l'humour à la Marvel où tu sais, il y a une grosse baston et là, qui va faire une blague parce qu'il faut faire une blague à la tort. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que les personnages sont prêtés à faire de l'humour. Je sentais que des fois, c'était pour en faire justement... je sais pas, un petit peu trop. C'était un bon délire, mais sans plus. Alors par contre, comparé au Suicide Squad de 2016, il n'y a pas à dire. Je l'ai oublié. Et voilà, pour moi, The Suicide Squad, ce sera celui-ci et pas celui de 2016. Donc du coup, on peut dire qu'il y a un Suicide Squad d'ici et un film d'ailleurs. Puisque Réal s'appelait David Ayer dans le premier... La blague est validée. C'est bien dit à l'oreille que la blague est validée. C'est qui a récepté le... Oui, c'est bon. Et la blague est validée, c'est bon, on peut y aller. Le grand miam l'a écouté. Le grand miam a validé la blague, c'est bon. Alors, moi, James Gunn, soit j'aime pas. Horribilis ou Super, j'aime beaucoup. Les Gardiens de la Galaxie, j'aime pas du tout. Le 1 ou le 2. Non. Et celui-là, je l'ai plutôt apprécié. Alors, on n'est jamais d'accord en fait. Oui. Désolé, mais je suis d'accord sur un point, c'est que je t'aime bien. Mais moi aussi. Voilà. Même si on n'est jamais d'accord. Voilà. Allez, la prochaine émission, on les met à côté. Comme ça, on pourra se taper dessus. Échanger en gagneux. Alors, donc là-dessus, ce film-là, là où il gagne, c'est déjà la réalisation de James Gunn, qui est une réalisation extrêmement fluide. On passe vraiment d'un élément à un autre. Sans à-coups, mais avec une bonne rythmique, c'est très agréable à regarder. Il y a la direction artistique qui est excellente, toujours musique. Ouais, un choix musical. Les acteurs sont très bien dirigés. Ensuite, le souci, je pense que j'avais, à part le fait que c'est un film qui n'est pas là pour marquer les esprits, mais plutôt un film... Pour divertir. Un film, disons, plaisant. C'est un film vraiment de juste plaisir, comme ça.
c'est pas un film qui va développer le monde, puisque justement c'est on va à un point B, un point B, et à la fin on tape le big boss qui meurt, et donc il meurt à la fin. Comment tu spoil? Désolé, oui. Oui, il est pas mort. N'est jamais mort, ceux qui a jamais d'or. Non, mais etc. ceux qui nous regardent ont déjà vu le film, donc t'inquiète pas, tout va bien. J'espère. Bon, mais de toute façon, bah, là, je viens faire exactement ce que fait James Gunn, à savoir échouer lamentablement, et ça fait un gag, c'est rigolo. Parce que, c'est ce que disait Durandal, hein, je vais rester là-dessus, mais James Gunn, son truc, c'est les losers magnifiques, c'est-à-dire des personnes qui échouent. Et ben là, à chaque fois, ça échoue, et puis ça rééchoue, même s'ils savaient avancer l'histoire. Et l'avantage, c'est qu'en même temps, c'est des échecs qui font toujours avancer l'histoire, et qui sont en accord avec les personnages. Donc, à ce niveau-là, c'est équilibré. Et en même temps, c'est ce qu'on attendait, entre guillemets, d'un James Gunn, excusez-moi. Mais sinon, bon, moi, ce qui m'avait dérangé, c'était le fait que c'est un film qui a quand même des thématiques sérieuses, c'est une sorte de coup d'État, quand même, de camps de concentration, de crimes contre l'humanité, et aussi... main sale dans des histoires... voilà, les États-Unis soient concernés dans une histoire... De camps de concentration. Ah oui, ouais, non, ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Crimes contre l'humanité, puisqu'il y a des expériences sur des êtres humains. Je me rappelle plus de ça. Ouais. Et là-dessus, alors, c'est intéressant dans le sens où James Gunn, en fait, montre, en tant qu'Américain, en fait, ce qui est un petit peu l'idée, la décence commune d'un Américain moyen, puisque justement, on n'a pas le droit de toucher aux enfants, quand il y a un méchant, il faut lui péter la gueule, nous, en fait, on doit essayer d'être gentil, etc. Alors qu'on n'a que des défauts. Que des défauts, mais enfin, il n'y a pas que des défauts, ils ont aussi des super pouvoirs. mais justement, là-dessus, la réaction de cette équipe qui vient faire l'équivalent d'une invasion de la baie des cochons sur l'équivalent de Cuba, là, ça montre bien quand même l'esprit des États-Unis, enfin des États-Unis plus exactement, par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que le reste du monde peut pas survivre sans eux, et donc ils sont là parce que quand même si on nous déteste, donc on est bien quand même. Et alors quand c'est traité effectivement à la blague, parce que ça reste un film quand même assez comique, même s'il y a de l'action, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même un petit peu dubitatif, dans le sens où justement c'est traité avec trop de légèreté, quelque chose quand même qui est assez monstrueux. Et ça se voit avec les choix que fait James Gunn dans la façon de filmer. James Gunn, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sadisme, qui aime beaucoup la schadenfreude, c'est-à-dire le plaisir que l'on tire à voir quelqu'un souffrir. C'est un terme allemand. Quoi t'as dit? Schadenfreude. Alors je sais pas si ça se... En plus d'un torture porn, tout simplement. Voilà, en quelque sorte. Mais donc il fait ça de manière humoristique. Et jouissif. Et c'est jouissif, mais donc c'est un peu malsain, je trouve. C'est un peu le souci que j'ai avec James Gunn. D'accord. Donc je dirais que c'est un petit peu comme avec Michael Haneke. Il a une façon de voir le monde, et il la traite très bien, parce que c'est quelqu'un de talentueux, mais c'est pas ma vision du monde. C'est qui Michael Haneke? Haneke, c'est le mec de la bière. Non. Mais c'est quelqu'un qui saoule aussi. Ouais. Est-ce que ce Suicide Squad se rapproche plus du comics ou de l'univers original? Oui. Mais oui, c'est ça que je voulais voir en 2016. Dis-nous pourquoi. En fait, pour la petite anecdote, je crois qu'on avait déjà parlé à Snyder Cut, c'est que quand en 2015, j'avais vu pour la première fois l'été 2015 la bande-annonce qui allait sortir dans un an, j'avais lu les comics, Suicide Squad. Les comics Suicide Squad, j'attendais que ça et j'ai été déçu. Et là, c'est ça que je vois. En gros, là, c'est des personnes forcées à travailler ensemble pour un objectif, et on s'en tape s'il tue des innocents, on s'en fout, tu vois, genre tu verras jamais un héros, tu vois, genre il a une mission, mais en même temps il va essayer de sauver quelqu'un, non, il s'en tape, t'as le requin, un coup qui bouffe quelqu'un dans la bande-annonce, on s'en fout, c'est un meurtre, mais s'il fait son objectif, et t'as plein de gens qui meurent dans l'équipe, et on s'en tape parce qu'ils sont remplaçables, et en fait la Suicide Squad a été créée pour relancer les méchants secondaires, que personne ne voulait plus mettre dans des comics. On les met dans une seule aventure, et puisque personne n'en veut, on peut les faire crever. Et là, t'en as plein qui crèvent de façon plus ou moins con. Et sans spoiler, mais il y en a un qui fait un truc trop cool. Regardez-moi!
comme une merde. Mais tu vois, genre c'est ça, alors que là tu devrais dire, bah non, c'est un héros. Bah non, c'est un méchant, il vient de se faire écraser comme une merde, tout le monde est content. Même la scène de la plage. La scène de la plage, tu dis, ah bah c'est ça les héros qu'on va suivre. Et là, oui, tu l'œufs dans mais ils se font détonner. Mais même Boomerang qu'on a déjà vu dans le 1, donc tu dis, bah ouais, bah lui il va être là. Il se fait détruire. Mais t'en as plein. Moi je suis deg que le personnage, un des acteurs fétiches de James Gunn, du coup Michael Rourke, c'est ça qui s'appelle, celui qui est blond là. Celui qu'on voit au début du film. C'est l'acteur fétiche de James Gunn dans ce film, et je trouve ça étrange que du coup il le tue dès le début du film. Mais justement, parce que le film commence sur lui, donc tu dis voilà, c'est ça les héros qu'on va suivre, les personnages qu'on va suivre. C'est ce qu'on appelle des harengs rouges, et red herring en anglais, c'est-à-dire c'est une fausse piste. Ça je trouve ça terrible. C'est le truc. Et tu vois, genre il meurt pire, et t'as le gardien là qui se fait détruire le visage, qui se prend une sale balle, c'est plein de morts comme ça. Et par exemple, je suis pas fan des catcheurs qui reviennent, qui essayent de changer de... Comment dire de... Toi qui est fan de The Rock. Bah ouais, mais à part The Rock, là tu vois... En tout cas, John Cena fait un meilleur taf, c'est mieux joué que... c'est moi je C'est mieux joué que du coup... j'ai perdu dans les Gardiens de la Galaxie. Que je s'appelle Groot. Oui, non, pas Diesel. Non, de... Oui, l'autre catcheur, Batista. Il joue mieux, je trouve, John Cena. Il a plus d'ampleur en termes de jeu. Et John Cena, je trouve que... Il a un meilleur personnage en même temps. John Cena remplit le taf. C'est celui qui a le casque... Et les chiottes. sur la tête. Mais t'as plein de moments épiques, par exemple, avec Harley Quinn. Ça, j'ai bien kiffé, le moment où elle est toute seule et elle se sort elle-même de prison. Oui, avec le mec là. Tu vois, où elle a plein de fleurs. Ouais, mais ça, j'aime bien, tu vois. Moi, et j'adore le personnage d'Harley Quinn, mais pas ce qu'ils en ont fait au cinéma. J'aime bien par exemple, il y a un comics qui s'appelle Arline, qui est un chef-d'œuvre. Il faut que je te le file. Si t'aimes bien Harley Quinn, c'est un chef-d'œuvre. En fait, ça retrace sur 5 mois comment Arlene Quinzel est devenue Harley Quinn. Et il est donc quand elle est magnifique. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment pas tout d'un coup, je vois le Joker, je tombe amoureux. C'est limite semaine par semaine, jour par jour. Réaliste, quoi. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, et c'est un chef-d'œuvre. Et là, je l'ai un peu retrouvée, là, genre, elle fait des tueries, mais en fait, elle voit pas que c'est du sang pour elle, c'est des fleurs, elle est dans son petit monde. Qui faisait déjà un petit peu, alors pas de la même façon, mais moins bien amené que dans Bird of Prey, il y avait déjà ce côté, tu sais, au moment quand elle se bat. Trop. Il y avait des pours de toutes les couleurs dans Bird of Prey. Et là, je sais pas, j'ai trouvé ça trop... Là aussi, ils abusent aussi dans même les oiseaux qui volent autour d'elle en numérique. Contrôlé, je sais pas, moi j'ai trouvé ça mieux, alors que l'autre c'était vraiment Bird of Prey, j'ai pas du tout aimé. Par exemple, tu revois Starro, et tu revois aussi, en fait, il prend plein de personnages de comics que tu vois, genre, il y en a que j'ai jamais vu, hein. Genre la nana qui contrôle les rats. Inconnue au bataillon, elle me disait rien du tout. Et Belette, par contre, il existe vraiment? C'est dans le Plague Tale, je pense. C'est dans... T'as dit quoi? Belette, il existe pour de vrai? Weasel. Ouais, c'est Weasel. Et c'est pas nager. Ah non, mais tu vois, genre ça, il balance, est-ce que quelqu'un a vérifié et puis t'as le mec devant son PC? Et je trouve ça terrible, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais si, t'as plein de moments épiques. Oui, t'as kiffé, quoi. Mais oui, j'ai kiffé, Il est en train de refaire le film. Mais je pense qu'effectivement, objectivement, sans connaître tout le background que toi tu connais, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis, Gab, c'est que c'est effectivement à l'image un film beaucoup plus cohérent par rapport à l'univers de base, qui est du coup... C'est ça que même si je connais pas tous les personnages, c'est la Suicide Squad. C'est on met des personnages tout pourris avec des pouvoirs de seconde zone, et tu les envoies faire en mission, et s'ils crèvent, ils crèvent. Bon, en tout cas, c'est gore, c'est fun, c'est décomplexé, c'est du James Gunn. Je pense que ça plaira à tous ceux qui aiment l'action un peu bourrin et un peu dans ce genre-là. Et deuxième gros point positif, c'est que déjà même visuellement, c'est beaucoup plus réussi que dans le premier, parce que les spéciaux dans le premier, il y avait certaines séquences qui étaient qui piquaient un peu les yeux. Les hommes caca. Oui. Ou les ennemis, c'était des hommes caca. Ouais, voilà. Alors que là, visuellement, c'est très bien fait. J'ai aucun souvenir de Suicide Squad. Il n'existe pas. C'est Will Smith contre les hommes caca. Ah non, c'est pas une blague. Et en fait, toute la Suicide Squad sert à régler un problème qui était l'existence de la Suicide Squad elle-même, puisque c'est l'Enchantress qu'on doit aller combattre. Et qui est un personnage connu. L'Enchantress est un personnage connu. Bah oui, mais je veux dire, c'est-à-dire que le film, en fait, c'est juste une boucle sur lui-même. Sur le premier Suicide Squad. Ça, s'ils n'avaient pas fait la Suicide Squad, il va pas utile. Bon, bref, en tout cas, on vous le conseille pour passer un moment sympathique et assez fun. Et on va passer au dernier film qui, effectivement, va aussi lancer le débat. Et c'est à Mathieu de lancer la bande-annonce.
de voir du coup la 4e bande-annonce de la sélection de ce mois-ci, en tout cas de l'été 2021, et on va du coup finir sur un d'autres d'une... C'est la 5G qui s'installe. On a un film qu'on attendait aussi énormément, en tout cas une saga française, à savoir OSS 117, le 3e volet est sorti début août dans nos salles, et je pense que aussi pas mal de gens l'attendaient. C'est Mathieu qui va nous pitcher du coup ce 3e volet. Eh bien, nous sommes à la veille de la fin du premier mandat du président Giscard. Évidemment, ce communiste de François Mitterrand ne risque pas de passer, enfin, nous sommes la France tout de même. Et il se trouve qu'en France, enfin en Afrique, mais c'est un petit peu la France aussi, voilà, nous avons quelques soucis, parce que un de nos amis, disons un dictateur, c'est un communiste évidemment. Non, là, un ami un peu autoritaire, quelques soucis à cause de rebelles. Évidemment, il y a des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'on leur apporte comme civilisation. Et donc, Hubert Bonisseur de la Batte va aller en Afrique. Apparemment, c'est en dessous de la Corse, où il va pouvoir aller civiliser le monde de ces pays qui n'existent pas encore. Et il sera accompagné pour cela par OSS 1001. Oui, parce que enfin on a dépassé les 1000. Oui. Mais je ne me souvenais plus, 998, c'était qui déjà? Ah oui, voilà. C'est ce qu'il dit. Donc, un petit genou qui, visiblement, ne voit pas le monde correctement, puisqu'il ne porte même pas de cravate. Donc, voilà. Tu y connais le film par cœur. Non, je l'ai vu qu'une seule fois, pourtant. Tu l'as bien retenu. Merci. J'aime bien pitcher. J'aime me pitcher. Oui, bon, voilà, je pense qu'on a besoin d'aller plus loin sur le tergiverser là-dessus. Mais c'est genre, il va essayer de régler ce problème-là avec ce nouveau collègue, on va y arriver. Écrit par le même scénariste que d'habitude, Jean-François Alain. Voilà, mais pas réalisé par le même. Cette fois, c'est pas Michel Hazanavicius, puisque apparemment il s'est brouillé avec Jean Dujardin après justement The Artist. Ah bon? Bah ouais, apparemment c'est... Il y aurait des dires que, effectivement... Ils ne veulent pas travailler ensemble sur... Voilà, après, est-ce que c'est véridiquement vrai? On n'a pas la vraie réponse, mais il y a eu des vents comme ça, effectivement. Avec ce beau dessin de Jean Dujardin, on a aussi Cora et Gab qui vont nous donner nos notes. On est parti, 3, 2, 1... La nonote 2,5, 2 et 3. Mais Gab, décidément, a aimé tous les films sauf Titan. Bah déjà, les OSS 117, je suis pas très fan de l'humour. C'est pas le genre d'humour qui me fait rire. Voilà. Je sais que ici, majoritairement, oui. Donc, je me sens un petit peu seule. Mais... Que veut cette mère géniale? Mais voilà, donc du coup, bah, le 3, j'avais quand même la curiosité d'aller le voir. Et puis, bah, du coup, je trouve qu'il apporte en somme pas grand-chose. Dans le sens que finalement, il y a un début qui explique le contexte et bah, la fin est inchangée. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé quasiment. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose... ouais, il n'y a pas eu d'évolution en termes d'histoire finalement, à part de savoir que bah, finalement le dictateur reste dictateur et que les autres se font entuber. Tu viens de spoiler au calme Ah non, ça il a dit hein, qu'il y avait celui qui est un peu trop... Comment t'as dit ça? T'as tourné ça, Mathieu? C'est pas un dictateur, c'est quelqu'un un peu autoritaire. Un peu autoritaire, voilà, celui qui est un peu autoritaire. Oui. Voilà, mais je trouvais que voilà, c'était un peu... Voilà, puis le côté d'OS 117 qui a un nouveau collègue, ça apporte, voilà, on va dire, la touche d'originalité. On sent que OSS 117, lui, commence à un petit peu rouiller. Et puis du coup, bah, ça c'est ce que tu disais, Fab, mais du coup... Oui, mais c'est que quand on en a parlé ensemble, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens que là, il a conscience, en fait, qu'il est raciste dans ce qu'il dit et quoi que ce soit, et donc du coup, bah... Ça perd du charme d'OSS 117 de base où il n'a pas conscience en fait de quand il est raciste ou sexiste ou ce genre de choses, et donc du coup ça passe crème pour lui, alors que là il a conscience et donc du coup il fait plus attention ou il va chercher à dire ça autrement, enfin bref, donc ça perd le côté, je trouve, OSS 117 de base, voilà, et du coup bah là pour le coup c'est ni plus ni moins, j'ai mis voilà un petit 2 parce que voilà, il y a quand même certains moments qui sont drôles, mais c'est vraiment un sans plus pour ma part. Bon, bien, je vais enchaîner, Mathieu, ça te dérange pas, comme vas-y. À effectivement dire des choses que j'avais pensé du film quand on l'avait vu. Moi je suis un énorme fan de OSS 117, je suis un très grand admirateur de Jean Dujardin sur sa carrière en général, je trouve que c'est un très bon acteur. Et là, dans OSS 117.3, forcément, je l'attendais au tournant. J'adore le premier, le deuxième, c'est mon préféré pour l'instant.
Et le troisième, du coup, j'avais hâte de le voir, même si effectivement les bandes annonces me faisaient un peu peur, et finalement on résume en soi bien le film après que je l'ai vu. Alors je vais essayer d'être objectif en même temps, mais je vais pas vous cacher que j'ai été déçu de ce troisième volet. Alors pas parce que c'est Nicolas Bedos qui est aux commandes en soi, parce que je trouve que c'est quand même un plutôt bon réalisateur, même si le personnage reste assez polémique, mais lui en tant que réal, j'avais assez aimé Monsieur Edelman, La Belle Époque était aussi assez intéressant. Je trouve qu'il a quand même une façon de réaliser qui est plutôt percutante. La Belle Époque, il était Je trouve qu'en soi, en termes de mise en scène, oui, Ouais. oui, c'est ça. je trouve qu'en soi, en mise en scène, on reste quand même sur l'idée. Il a essayé quand même de calquer ce qui marchait dans les premiers OSS 117, même si des fois il y a des plans peut-être un petit peu plus sublimés, un petit peu plus jolis, alors que sur ceux d'Anasvitus, on était sur des plans un peu plus, pas dire primaires, mais un peu plus classiques. Oui, un peu plus pastiche. Un peu plus pastiche. Et c'est là, du coup, merci de me dire ça Mathieu, c'est là où ça me gêne un petit peu, c'est que les deux premiers films en soi sont des pastiches du film d'espionnage, certes, mais de plein d'autres façons de voir le film d'aventure ou le film d'action, alors que le 3, et on nous le dit dès le début, avec la séquence, avec le générique d'ouverture, que c'est un calque, un pastiche là, à la James Bond à 100%, puisqu'on a le générique qui est un James Bond parodé. Et c'est ça que ça me dérange un petit peu, c'est que là, effectivement, on est un petit peu plus que sur la parodie de James Bond. Puisqu'effectivement, c'est un petit peu le film, ce qui nous amène l'histoire. Au-delà de ça, je trouve que le scénario, même si c'est Jean-François Alain, il manque quelque chose, puisqu'effectivement, déjà ça n'avance pas bien, comme tu l'as dit Cora, ça évolue un petit peu mal, mais en soi, le personnage OSS 117 n'est plus le même que dans le premier. Alors je comprends qu'on veuille le faire rendre dépassé par rapport à son époque, mais déjà dans le premier, dans les années 50, et dans le deuxième, dans les années 70, 70, ouais, je sais, ouais, 60, c'est alors 68 autour de l'histoire, mais il est déjà dépassé, c'est le concept même de Hubert Bonisseur d'Abba, c'est qu'il est dépassé par l'époque qui le concerne, et le fait de ne pas comprendre et le fait de dire des choses sans qu'il se rende compte de sa maladroitesse, de son racisme, de son antisémitisme et même de son rapport avec les femmes, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui faisait la magie d'OSS 117. Pas conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il pense être le monde. Et là, dans ce film-là, tu l'as bien dit effectivement, c'est que je vais prendre juste une séquence du film où je la spoil entre guillemets, où on la voit un petit peu dans la bande-annonce. C'est qu'à un moment, il arrive en Franc-Afrique, il sort d'une voiture et il dit du coup à un noir qui va du coup ce soir mettre son meilleur costume et il va dire son costume colonial et il se rattrape, non mon costume blanc, non mon costume clair. Du coup, il comprend qu'il peut être raciste, qu'il est raciste. Et c'est ça qui marche pas. Et dans la plupart des dialogues et la plupart des situations burlesques et comiques du film, c'est qu'il sait qu'il peut être raciste, donc il va faire attention à ce qu'il dit. Et pour moi, du coup, ça tue le personnage, ça ne marche pas, parce que c'est l'antithèse de ce que est à la base OSS 117. Donc voilà. Au-delà de ça, le casting en soi, il est sympa. Mais étonnamment, je trouve que Pierre Ninet et Jean Dujardin, ça ne marche pas plus que ça, en termes de duo, en tout cas dans ce film-là. Je trouve que du coup, les deux ne sont pas forcément bien à l'aise de A à Z, et que juste de vouloir rendre dépassé Jean Dujardin, de le rendre juste un peu nul avec les filles, de pas comprendre le contexte, et en même temps d'être sapé comme un mec des années 50, et je trouve qu'il n'y a pas autant de répliques, autant de situations, ou autant de rires qu'il y a pu y avoir dans les deux premiers. Même moi, personnellement, j'ai pas eu de fou rire, particulièrement, alors que dans les deux premiers, il y a des moments où ça m'explose de rire. Là, ça m'a mis un peu de côté, j'ai même trouvé pour un moment le film un petit peu long, donc voilà. Et voilà, même si le casting est sympathique, même si à la base, l'histoire aurait pu être bien plus prenante, attachante et drôle, là, je reste un peu sur ma faim, je suis un peu déçu, j'ai quand même envie de le revoir malgré tout, mais il a beaucoup moins marché en moi par rapport aux deux autres. Il y a un problème, mais je ne sais pas trop où il est, au-delà du fait des choses que je vous ai expliquées, mais qui, pour moi, tuent un peu le personnage. Alors, moi, je suis aussi fan de OSS 117. J'aime bien la réalisation de Michel Hazanavicius. C'est le premier Nicolas Bedos que je vois, puisque je n'ai pas vu La Belle Époque ni Monsieur et Madame Adelman. Et là-dessus, je crois que je peux résumer mon problème avec ce film, justement, avec le personnage de Hubert Bonisseur d'Abbat. Dans le premier OSS 117, il arrive, il ne sait même pas que c'est l'arabe qu'on parle au Caire, mais à la fin du film, il parle parfaitement arabe. Même si c'est un personnage qui peut être détestable, en particulier pour des personnes qui ne sont pas de son bord, à la fin, il s'améliore. C'est un personnage qui s'améliore. Dans ce film-là, on ne le voit pas s'améliorer. Le seul élément qui rappelle cela, c'est quand il est mis dans le bureau informatique, alors qu'il ne connaît rien à l'informatique,
Et au bout de même pas une semaine, ça y est, voilà, 3 semaines, il est très bon à bosser sur un ordinateur. Ouais, mais je trouve que là, c'est juste une séquence qui est là pour montrer l'évolution du monde et pas forcément du personnage. C'est ça, justement. Ce n'est pas une évolution de personnage, c'est simplement montrer que c'est quelqu'un quand même de compétent et de talentueux quand il est sur une mission. Et ça se comprend en particulier justement avec la fin de ce film, qui est une fin qui, pour moi, justement, est à l'encontre du personnage de OSS-117, qui accomplit sa mission, mais qui, en fait, est dans le bon camp, entre guillemets, à la fin. Dans le sens où c'est quand même les méchants qui s'en prennent plein la gueule, et c'est pas la rébellion qui est justifiée, qui se fait envoyer en prison. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Voilà. Mais donc c'est un petit peu le souci que j'ai avec ce film, c'est que justement c'est un film qui, je crois, à l'inverse justement de Suicide Squad, n'a pas une portée politique. Et là, c'est creux, c'est vide. Mais tu peux comparer juste les deux premiers, parce que le premier OSS-117 et le deuxième avait aussi des côtés très géopolitiques, un contexte politique toujours mettre en avant, mais qui se servait pour faire de la blague ou qui se servait pour faire de l'humour. Là, il y en a un, mais il n'est pas du tout traité. Au-delà du fait qu'il y a un dictateur juste pour être un dictateur, tout le contexte des colonies qui aurait pu être vachement plus approfondi, beaucoup plus mis en avant, il n'y est pas du tout traité. C'est exactement ça. C'est exactement ça, justement. On se retrouve avec une américanisation de OSS-117. À ce niveau-là, et c'est bien dommage. Bon, sinon, il est bien réalisé, il y a des bons gags, il y a des idées qui sont bonnes. Bon. Et le personnage de Pierre Ninet, franchement, je l'aime bien, mais c'est un personnage plus sérieux par rapport... C'est un peu le clown blanc par rapport à l'Auguste. C'est le spectateur des anciens OSS-117. Parce que tu fais mal, t'es comme ça, t'es un connard, t'es un machin. Genre, je trouve ça même bizarre que dans le scénario, ils utilisaient ce moment où il veut dire les 4 vérités. La chose qu'on n'a pas envie de lui dire, parce que du coup, c'est logique, il est comme ça. Bah oui. Bref, celui qui a toujours le mot pour rire, comme disait le américain dans le deuxième film. Moi, le film, je l'ai trouvé pas mal, hein. Ça me fait bizarre que c'est moi qui ai le plus aimé, parce que sur le coup, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus génial. Mais j'ai passé un bon moment parce que déjà, ce qui fait gagner des points, c'est qu'on l'a vu ensemble. Tu vois, genre, je l'aurais vu tout seul, je pense. Bah non, mais tu vois, c'est les films marrants. Par exemple, je prends plus plaisir à voir un film humoristique avec quelqu'un plutôt que tout seul. C'est pas la même ambiance. J'ai pas été dans l'ambiance où j'ai le plus rigolé, je pense, avec vous, malheureusement, mais... Non, mais en fait, moi, j'aime bien... déjà, moi, je suis un très très grand fan de l'humour noir. Plus l'humour est noir, plus ça me fait rire. Parce que ça se passe en Afrique, là, ou c'est juste en général? Non, moi j'aime bien taper sur tous les ethnies, sans aucune différence. C'était pour l'humour noir. Les nanas, les handicapés, handicapés, et toutes ces choses. C'est vrai que Nicolas Bedos revendiquait de faire de l'humour anti-woke, mais à faire trop anti-woke, en fait... Ouais, mais en fait, il est gentil, je trouve que ça tombe bien, tu vois, par exemple, et le truc où il regarde tous les écrans, mais tu vois, genre, mais t'es pas du tout concentré dessus, on dirait que c'est le même. C'est pas le même, oui, ça vaut que c'est drôle. Ça. Mais tu vois, genre, tu t'y attends pas. Mais genre, il y a un truc qui m'a éclaté, c'est le délire autour de Casimir. Tu vois 2 fois un Casimir, puis tu vois que c'est un grand enfant. Et tu vois, 2 fois, il y a un Casimir, mais tu vois, genre, et tu te doutes pas pourquoi il y a un Casimir. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi ils ont un délire? C'est la 2e fois qu'on voit Casimir. Il va s'en servir, tu vois, le fusil de Tchekhov de Casimir, c'est marrant. Avec pince à sucre. Il s'appelle Casimir, mais c'est le truc. Mais tu t'y attends, mais pas du tout. Tu vois, c'est une blague qu'il prépare depuis 1 heure. Avec mais vous faites ça avec vos noirs? Genre, est-ce quand tu veux donner un pourboire, vous faites ça aussi avec vos noirs en France? Ah bah non, il y en a pas autant. C'est dommage d'ailleurs. Non, mais c'est dommage. En plus, dans la bande-annonce, je rebondis sur ça, mais la bande-annonce, elle en avec Micheline, c'est que les meilleures blagues dedans, et du coup, c'est dommage. Ah oui, putain, Micheline. Je me demande si quand même cette blague-là avec les noirs, c'est pas une référence à un film de De Funès. Possiblement. Justement, il confrontait un serveur noir qui lui fait remarquer pourquoi vous me regardez de haut. Ah ben je ne le regarde pas de haut. C'est parce que je suis noir, c'est ça? Non, pas du tout, au contraire. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas le film de l'année. Je suis peut-être pas sûr que je le reverrai. Ou si peut-être à une soirée. Pas en DVD alors celui-là. Ouais, non, c'est là tu me prendras pas en DVD. Mais t'étais heureux devant l'écran, quoi. Mais ouais, voilà, j'ai passé un bon moment. Je suis sorti, j'ai retenu que quelques blagues. Comme les enfants devant Casimir. Exactement. Mais tu vois, par exemple, d'habitude, j'ai rien contre Pierre Ninet.
Mais là, j'avoue qu'il est un peu oubliable. Et comme tu dis, en fait, qu'il énumère, Bah, tous les défauts, bah, on le sait, c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Et la disparition, elle est trop... Et puis tu le sais. Genre, Ah oui, bah oui, t'attends juste, t'es là, tu ouais, fais... c'est ça. Ils mettent un peu de temps là quand même. Ouais, Quand est-ce qu'ils- Ouais, puis là, même Il la le finalité, prévient d'un la danger, tu post-générique sais. du coup qui est trop facile, c'est... Ouais, tu vois, genre la scène post-générique à la Marvel. Ça manque de subtilité. Parce Ouais, que- mais je peux pas passer un mauvais moment. Si, il y a aussi un truc qui m'a fait sourire avec comment dresser les chiens en allemand. Oui, Ouais, en personne plus- n'apprend l'allemand par plaisir. Ouais, Tu vois, c'est des petites phrases racistes, ouais, bah, c'est raciste de dire ça. Mais en fait, c'est peut-être aussi ce que j'ai aimé, c'est qu'en 2021, c'est pas que tu peux plus rien dire, c'est que tu ne peux plus rien dire, si en fait, si. Et il y a un film qui sort des grosses saloperies comme ça, ah, moi ça m'a fait plaisir. D'accord. Ok. Ok, bon, il aura, je pense, divisé ce OSS 117. Il divisera encore, Alors je pourtant pense. qu'il a eu que des notes moyennes. Ouais, une moyenne. Moi, mais en tout cas, j'étais déçu, donc je verrai bien si un jour il a un 4 ou pas. Mais Tu vas le voir le premier jour peut-être- aussi. Oui, mais non, mais le 3, je Évidemment. l'achèterai aussi, je suis d'accord, mais c'est pas, ça n'a pas la même trempe que les deux premiers, je trouve. Ça manque de quelque chose. Du coup, voilà, on a fait le point sur cette sortie cinéma. On se retrouvera du coup le mois prochain pour parler des sorties de septembre. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, qu'elle soit cinéma ou autre d'ailleurs. Pouic pouic. Mais en tous les cas, on va finir avec cette fameuse phrase que Gab n'oublie jamais. De petit pied, sa maman en tout cas. Il y a Voilà. des choses. Que l'on Tu voit. sais qu'à chaque fois C'était je pas fais ça. du playback, Tu fais du playback? tu peux regarder sur toutes les vidéos. Mais écoute, je la je dis te jamais. propose de la dire tout seul. Pour voir C'est si tu dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. hein. C'est dégueulasse. Bon allez, fais du playback avec nous. Il y a des choses que l'on dit. Attends. Non, il y a faut se des remettre choses synchro. que que l'on l'on dit voit. en plus. Que l'on voit. Oh là Mais là. non, mais je l'ai dit. Et ça fait 1 an et demi, les amis, qu'on l'a dit. Mais c'est moi, j'ai un an et demi, je fais du playback. Tu peux regarder à chaque Bon, vidéo. Mathieu, je fais c'est du quoi playback. cette belle phrase? Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. La voix off, c'est une voix off incroyable, ce Mathieu. Ouais, Bon. je sais. Allez, on se C'est dit le talent, ça, les enfants. à dans un mois. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.